Salut à toi, berger des étoiles. On va se retrouver allongé sur la colline, celle de notre premier voyage. Tu retrouves le village en bas, avec les quelques lumières allumées. Oui, quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Phil? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ce qu'on... Non. Non, Moi, bah non. Je suis chaud là, on fait l'acte 3 là direct là, on a fait l'acte 2, on enchaîne. Non, on est chaud, on avait dit pas avant l'été prochain. OK? Oui, mais les gens là ils écoutent, il y a des téléchargements, il faut les garder là. Il faut les retenir captifs, on les garde. Mais non, mais non, je veux pas moi, j'ai pas envie. On n'est pas à Netflix ici, hein. Les chiffres, on s'en fiche complètement, d'accord? On veut juste partager de la connaissance et endormir des gens. Mais les chiffres? Alors, oui, quoi, les chiffres? Quels chiffres? Où ça? Bah écoute, j'ai un truc, un truc de ouf, d'accord? Vas-y. Une turbo bot secrète. Un truc là. J'en ai marre de tes turbo trucs. Allez, vas-y. Non mais les gens là, ils écoutent, hein, et ils pioncent direct là, dès le premier épisode jusqu'au dernier épisode, sieste non-stop. Oui, bien sûr, oui. Allez. D'accord. Alors, on est d'accord, ça c'est le concept de base, hein, mais juste, ouais. T'as prévu quoi pour l'acte 3, hein, parce que je te rappelle que tu les as un tout petit peu assommés en explication avec l'acte 2. J'ai pas trop envie qu'en acte 3, tu nous refasses la même chose. Non, mais attends, j'ai mieux. Là, regarde, c'est simple. Là, Alors, ça dépend vraiment de ce que t'es capable de supporter en vrai, hein, d'accord? Oui. C'est bien que... Vas-y. Non, mais attends, je sens bien que tu t'essaies de me dire quelque chose. T'as prévu plus original ou t'es à ton max? Enfin, dis-moi. Alors, je sais pas, ça dépend. C'est bien que c'est la finalité. Parce que c'est notre projet! Ah ouais, non, d'accord. J'ai compris, d'accord. Voilà. Allez, t'en es quand même là. Ah oui, d'accord. Donc t'as un discours de politicien, on est d'accord. C'est vide, c'est une coquille, il y a rien du tout. Ah! On n'a pas que sorti des ronces. Hein. Bon allez, hein, on va y aller là un peu. Hein. Dis-moi, hein, c'est quoi ton projet là? Parce que bon voilà, tu nous as sorti tout ça. Moi je suis un peu short en termes de jingle hein, et je crois que ça va un tout petit peu finir par s'entendre. Donc vas-y, dis-moi tout. Je suis impatient. Alors, mais tu te fous de ma gueule. Mais ça va se voir. Mais on n'est pas les frères Bogdanov quand même. Enfin, déjà t'as pas le menton, moi non plus. Donc déjà tu vois c'est mort. Déjà voilà, c'est ridicule. Donc en gros, t'as pas d'idée. Putain mais non. Mais... T'arrêtes de rire parce que c'est chiant. C'est vraiment pénible. T'es con ou tu fais exprès? Écoute, et là ça marche. N'importe quoi. Et tu veux pas qu'on mette de la pub pour de la lessive pendant qu'on y est, en plein milieu du podcast, hein? Genre attirer la ménagère. Mais de ouf. Mais de ouf. Non, Phil, t'es rétrograde, comme Mars, pareil, la même chose. Oh putain, la vanne. Non mais en vrai, ça va être génial. Allez, vas-y, on le fait. Vas-y. Non, on le fait. Tu sais bien que j'ai mon intégrité morale. Tu vois, j'arrive même pas à le dire tellement ça m'énerve. Non, j'aime pas, c'est nul. Non. Donc. Non, mais si. Non. Alors, attends. Je te propose un truc, Phil. Tu vas toi-même l'expliquer à l'auditeur que c'est un mouton, qu'il écoute des musiques subliminales depuis le début pour lui faire acheter le dernier Google Home. D'accord? Et là-dessus, clairement, tu y vas tout seul. Ok? Voilà. Ok. Bah vas-y, lance le générique. Hein. Moi, j'y vais seul. Ah mais putain, mais quel lâcheur. Slowly, she lifts her head from a pillow of winter boredom. Frigidly, she rises from her icy grave.
light in her eyes, and fright in her face, she commences their winter roar. And as the ice works away, Spring Queen will take over. Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans cette émission Débrief, cette émission où l'on va refaire le monde de ASpaceMR, hein, on va pas aller trop loin. Donc du coup il y a Redscape aux manettes aujourd'hui. Ouais. Voilà, pour l'instant je fais rien à part donner ma voix, un peu comme le reste du temps en fait. Et donc du coup on vous a posé quelques questions, enfin non, on vous a demandé de nous poser des questions sur Twitter plutôt, et vous êtes revenus à quelques-uns à nous poser, en gros vous étiez 3 et nous on va arriver à tenir 1h30 parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire et que ces questions que vous nous avez posées, vous nous entraînez assez loin pendant l'émission et vous allez avoir les coulisses. Comment ça marche, un épisode d'ASpaceMR ou même tout un acte, et comment Redscape et moi on arrive à se supporter, parce que honnêtement c'est toute une question. Voilà. Du coup, bonsoir, Redscape, ce que je propose... Bonsoir Redscape. Tu te débrouilles si bien que ça en intro pour pas dire bonsoir à ton comparse. Exactement. En fait, justement, j'allais te passer le relais, si tu veux, pour que justement ce soit toi qui introduise les questions que nous avons eues, les 3 tweets en fait qui nous ont amené à faire l'intégralité de cette émission. Ouais, tout à fait. Alors 3 tweets qui viennent donc de Walter Proof, de Fanny Cohen-Moreau et de PodFab. On vous remercie du coup tous les 3 de nous avoir, mais je pense qu'au vu des questions, c'était largement, mais on était vraiment très très large, parce qu'elle couvre en fait pas mal d'aspects déjà du podcast. On va commencer par Walter Proof qui nous a posé 3 questions. D'où vous vient cette passion de l'astronomie ? Quels sont les livres ou les sources qui vous ont inspiré ? Et comment se passe votre collaboration ? Incroyable. Oui, c'est ça. Qui fait quoi en premier ? À quel moment vient la musique ? Voilà. Deuxième tweet, avec plusieurs questions, mais qui recoupe un peu les questions de Walter, de la part de Fanny Cohen-Moreau, qui nous donc dit les choses suivantes. Comment s'est fait le choix du sujet, de la progression à travers les épisodes ? Pourquoi cette forme particulière ? Avec quelle inspiration ? Pourquoi avoir eu une envie aussi planante ? Qui invite à s'endormir ? Des envies pas encore réalisées. Donc là, il y a un melting pot de questions auxquelles on va essayer de répondre. Je sais pas si on aura les réponses ce soir, mais bon, en tout cas, on va essayer. Et enfin, PodFab qui nous a écrit également via Twitter, mais avec une question qui va, je pense, durer un peu de temps. Comment se construit l'écriture d'un épisode une fois le thème défini et combien de temps ça prend ? C'est une vraie question et on espère qu'on pourra y répondre en long, en large et en travers. Voilà, donc merci beaucoup à vous 3 du coup de nous avoir posé ces questions. C'était bien suffisant. Et je pense qu'on va pouvoir commencer comme ça, gentiment et doucement. Phil, on se met un petit morceau avant, on s'écoute le morceau de derrière ou quoi, en intégralité, et puis on démarre après ? Est-ce que ça te va ? Eh bien écoute, voilà, maintenant qu'on a fait le sommaire, je pense qu'effectivement c'est le moment de se détendre un peu avec un morceau, encore une fois, choisi par Redscape, vu que c'est son rôle. Je te laisse introduire le morceau parce que j'ai aucune idée lequel tu as choisi. En fait, j'ai du mal. Oui, j'entends ça, mais en fait, j'ai pas été chercher très loin. J'ai pris les musiques de notre dernier acte, l'acte 2. Alors là, celui que vous entendez derrière en fond sonore, c'est un morceau qui était, je crois, sur le premier épisode de l'acte 2. C'était Carbon Based Lightform et le morceau Init. Mais là, j'ai envie de te faire plaisir, Phil, parce que je sais que t'aimais beaucoup une musique. Je sais pas si tu te souviens, c'est Au cœur avec le morceau Light, qui est un remix de Ben Lucas Boyson. Je suis sûr que si je te le fais écouter magnifique. Maintenant, tu vas me dire mais oui. Et puis je sais très bien lequel c'est. Il fait partie de ceux qui tournent en boucle dans mon Spotify. Donc. Eh ben voilà. Eh ben écoute, D'ailleurs, je profite pour rappeler que les musiques sont disponibles sur Spotify et bientôt sur YouTube Music parce que je vais m'y mettre. Au final, j'écoute pas mal de musique sur YouTube et ça serait peut-être pas mal pour des gens qui n'ont pas Spotify. Vu que c'est payant. Eh ben oui, c'est une très bonne idée. Oui, j'en n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que bon voilà. Aussi étrange que ça puisse paraître, les gens écoutent également sur YouTube de la musique. Alors tu vois, ça c'est étonnant, Pof, parce que même moi, qui suis quand même Pof. Non, moi c'est Phil. Oh putain, et si ça commence mec, comme ça. Ça fait 2 ans qu'on fait des actes ensemble, t'as toujours pas mon pseudo, quoi, c'est incroyable.
Alors attends Phil, avant de passer la musique, moi j'aimerais que tu écoutes ceci que j'ai retrouvé dans mes archives personnelles. Écoute bien. Oh merde. D'écouter Umio pour Ad Hoc Apricot. C'est quoi ces noms, quoi? Il faut vraiment qu'on fasse une pétition pour éviter de nous mettre des noms de merde à prononcer. Le problème, c'est que, si tu veux, tous les noms sont pris et après la SACEM elle râle quand les noms sont... Oh, bah tu sais, ces gens-là sont pas à la SACEM. Les gens auraient eu des problèmes. Il y en a, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes, il y en a qui ont peur d'avoir des problèmes. Ouais. Clin d'œil à Pod. Oui, ouais, d'ailleurs, à Pod Radio. Ouais. Sympa de nous refuser les portes. Hein. Franchement, une belle émission de qualité produite avec amour, soin et amour. Et voilà, ils l'ont avoué eux-mêmes, ils font les couilles molles. Ils ont le droit. Ouais, ils ont le droit de faire les couilles molles, mais bon, ça se retient. Donc, si amis de Pod Radio, enfin, je vais pas trop cracher dessus. Je dois normalement les inviter pour mes podscopies. Ah bah écoute, pour l'instant on va rester sympa et puis on leur crachera dessus après. Voilà, exactement. Okay. On salue Puff Magic Fingers et merde, comment il s'appelle le comparse de... il sait pas, j'aime bien, il me dit avec un air panique, il sait pas. On recherchera, il y a Puff Magic Finger et celui qui parle le plus, je sais plus, enfin bref, on recherchera. C'est super sympa, tu vois, pour les gens. Ouais, c'est bien. Mais quel connard. Tu sens la gênance là? Je la sens tellement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est celui qui parle le plus. Mais quel bâtard. Mais quel bâtard. Et ce qu'il faut je dire. peux pas dire que t'as tort, hein, mais quel bâtard quand même. Mais alors, ce qu'il faut dire aux auditeurs avant d'introduire quoi que ce soit, tiens, c'est marrant d'ailleurs, on pourrait même y revenir. Alors ça, c'est un extrait du coup de mon propre podcast, Les Abyssales, l'épisode 15 qui date de 2015. Et je... Comme quoi, en 5 ans, rien n'a changé, hein. Ouais, rien n'a changé, effectivement, mais parce que je suis encore capable de confondre les deux, alors que je parle aux deux en permanence, mais c'est pas grave. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était un peu plus loin de la sphère podcastique comme aujourd'hui. On vous connaissait pas vraiment, et je crois qu'on avait proposé concept du coup des Abyssales à Pod Radio pour le diffuser à l'époque où Pod Radio existait encore. Et je crois qu'on s'était fait gentiment rembarrer. On avait trop de musique, c'est trop de musique, ça passait pas. On avait peur d'avoir des problèmes, effectivement. Et, voilà. Et je suis toujours en accord avec cette décision. Hein. Je ne change pas parce que depuis qu'on se connaît, tout ça, non, c'était une bonne décision parce qu'on l'a pris pour d'autres. Donc voilà, on va pas commencer à faire du favoritisme sur une radio qui est morte. Donc, voilà. C'est ça. Donc désolé pour cette... Et d'ailleurs on l'a même carrément renommé de cette manière-là. Hein. Enfin cet épisode-là, c'est je crois quand on oublie la moitié de PodCloud. La moitié de PodCloud, voilà. Bon bah. Alors vous parliez de Pod Radio, comme quoi là aussi même dans les services vous en mêlez les pinceaux, c'est incroyable. C'est effroyable. Bon, allez. Mais c'est même un peu comme ça qu'on s'est plus ou moins connus entre guillemets, parce que on s'est vu. Mais non, l'année d'après. Tu sais comment on s'est connus vraiment. En vrai, c'était à MP3 à Paris. Mais quand on a envoyé tous les gens qui cherchaient Walter Proof, on a dit allez-y, il y a un mec black pas mal musclé, c'est lui Walter Proof. Et tu t'es retrouvé avec pas mal de gens à ton stand. C'est ça. Mais putain, mais le pire, c'est que c'est pas le jour même que je m'en suis aperçu, c'est après. C'est après. Oui, c'est après qu'on te l'a dit. Mais oui, mais voilà. Et sur le coup, ok, d'accord. Vous êtes des gros bâtards aussi, on est bien d'accord. Oui, non, mais ça, y a pas de souci là, mais c'est assumé. C'est assumé. On joue dans le même cours. Bon allez, on va se détendre un peu. Dans ce début d'émission. Donc, on va se passer du au cœur qui faisait partie de la section musicale de l'acte 2 d'Aspect CMR. Et puis on revient juste après pour commencer à répondre aux questions de nos tweetos qui nous ont posé des questions. Du coup, à moins que Phil t'ait quelque chose d'autre à rajouter. Avant que je non, on va en rajouter plein de trucs après, donc pour l'instant, diffusons cette musique. Ouais, cette émission. D'accord, faisons comme ça. Oui, non, mais ça va être la soirée du Glooby Boulga, on est tous les deux claqués, ça va dire de la merde, j'annonce. Ouais, c'est bien, au moins tu annonces la couleur, c'est cool. Exactement, marron, du coup. Eh ben écoute, moi je t'ai laissé faire l'intro, eh bien moi je vais faire ma manière comme je le fais dans les Abyssales. Allez hop.
Donc je vous annonce tout simplement qu'on va vous passer donc, au cœur Lights sur un remix de Ben Lucas Boyson. C'est dans AspSMR, il faut pas que je me trompe, le débrief tout de suite, maintenant, et on se retrouve juste après. Et on est de retour dans ce débrief d'AspSMR, et on va commencer déjà par l'inspiration. Alors du coup, je me tourne vers toi en premier, Escape. Pourquoi l'astronomie? Parce que bon, on t'entend pas beaucoup parler, mais on partage cette passion quand même, parce que sinon, on ferait pas cette émission ensemble. Pour toi, c'est quoi le premier souvenir que tu as autour de l'astronomie qui t'a donné cette passion derrière et cette envie de me partager une photo de NASA par semaine? Ou par jour, à peu près. Ça dépend. Ou pas. Des fois. Ou pas. J'ai pas de souvenir précis, pour être franc avec toi. J'ai pas de souvenir précis. Je sais juste que étant petit, j'étais toujours très...
le nez dans les livres, et en particulier, dès que je voyais une photo de galaxie ou de planète, j'étais très, on dirait aujourd'hui hypé, mais à l'époque c'était pas ça, dirons-nous. Enjoué. Voilà, enjoué. Et je crois que ça s'est développé encore plus lorsque j'ai eu ma première lunette astronomique. Tu sais, c'est un peu le style de jouet que tu retrouves chez Jouet Club aujourd'hui, que m'avaient offert mes parents. J'avais, je crois, 7 ou 8 ans, qui avaient littéralement cassé d'ailleurs leur tirelire, hein, sans aller dans les détails. Pas issu d'une famille spécialement riche, et j'ai pas eu de cuillère en argent dans la bouche, donc c'était toujours un peu compliqué. D'autant plus que j'étais pas tout seul, mais ils avaient littéralement cassé leur tirelire. Et donc j'ai eu ça à Noël, et conjointement l'été d'avant j'avais reçu des livres d'astronomie de la part de ma grand-mère, qui, malgré le fait qu'elle m'avait financé en fait des livres sur cette passion-là, sur ça, me disait que c'est que j'avais la tête trop dans les étoiles. Voilà. Donc pourquoi pas. Je toujours un peu de mal avec cette expression-là, mais bon, soit. Et ça s'est développé comme ça au fur et à mesure du temps, des années. Je dirais que ce qui en a mis quand même un gros coup d'arrêt, c'est que lorsque j'ai exprimé cette passion au lycée, je suis arrivé au lycée, et très vite, en fait, le professeur de physique voit que... on avait un module, justement, je crois, sur le premier trimestre, en seconde, justement, sur le système solaire. Et il voyait mon intérêt dessus, et puis il finit par me dire, ça pourrait être intéressant que ça soit toi, du coup, qui fasse cours aux autres sur ce sujet. Ouais. Et niveau popularité, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Déjà, j'ai jamais été très populaire au lycée, parce que, sans doute à cause de cette tête dans les étoiles. Et donc je fais ces cours, je prépare les cours, hein. Je montre même ça à mon professeur de physique. Et je commence, et je vois bien que ça rigole. Je vois bien que ça se moque. Oui, normal. C'est, voilà, je vois, mais à l'époque, je le réalise pas. Et je crois qu'il y a deux choses qui ont mis un gros coup d'arrêt, et qui ont fait que cette passion, en fait, s'est évanouie avec le temps, avant que je la retrouve des années plus tard. Alors pas avec toi, du coup, mais au fur et à mesure du temps. J'expliquerai un peu plus tard. Mais lorsque j'ai fait ce cours-là, je parlais justement de la conquête spatiale et de 1969. Sauf que une personne de ma classe a cru bon, un élève de ma classe a cru bon de faire la blague du 69, un retour au néo, je sais pas quoi. Sauf que moi, à l'époque, les choses sexuelles de la vie, je les avais pas tellement. Ah oui, voilà, donc du coup, effectivement... Ouais, je suis passé pour un gros noob idiot de base. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, à tel point que je pense que la personne, je la rencontre dans la rue aujourd'hui, je lui casse les jambes littéralement. Je pense que je suis encore capable de faire ça. C'est-à-dire que ça me remonte encore en moi, en me disant, mais quelle espèce de gros con, quel est le con qui peut... moi, je faisais un travail pédagogique pour les autres, parce que c'était ma passion. Parce que j'avais envie de la transmettre aux autres, mais en fait, même à cette époque-là, je vous parle de ça fait 15 ans environ, une quinzaine d'années, mais même déjà à cette époque-là, les gens de ma classe en avaient strictement rien à foutre. Donc il y a eu ça, et puis après j'ai cru bon de faire un club d'astronomie en organisant, en demandant donc à l'autorisation au lycée, est-ce que le soir on pourrait venir pour... Sauf que au lycée c'est pas trop la tendance, quoi. Au lycée tu commences déjà à fumer, tu commences à teaser, tu commences à faire plein de choses totalement interdites. Mais tu peux fumer et teaser en regardant les étoiles, c'est pas incompatible. Et alors oui, alors aujourd'hui tu sais on peut faire effectivement ces trois choses-là. Par contre, c'est vrai que là, pour le coup, quand j'ai commencé à demander ça, bon, le lycée était chaud, pas très chaud, ça oscillait un peu, et puis quand j'ai voulu faire la réunion préliminaire, entre guillemets, pour définir les choses, et puis pour savoir de quoi on parle et tout ça, il y a eu une quinzaine de personnes, et pareil, ça se foutait de ma gueule et tout ça, à tel point que j'ai fini par m'énerver, par dire... Fichez-moi le camp, je veux pas vous voir, quoi, ça sert à rien du tout si... Et voilà, ça s'est arrêté comme ça pendant, on va dire plus de 10 ans, où j'ai arrêté de suivre les évolutions scientifiques, j'ai arrêté de lire, j'étais abonné à Ciel et Espace, j'ai arrêté de lire Ciel et Espace, j'ai vraiment tout arrêté, quoi, du jour au lendemain. Ma lunette, quand j'étais petit, a fini... a pris la poussière. A pris la poussière, et puis c'est revenu en fait C'est revenu lorsque j'ai commencé à bien savoir lire l'anglais.
Donc c'est-à-dire aux alentours de 24-25 ans, où là j'ai recommencé en fait à suivre avec intérêt notamment le gros boom autour des exoplanètes, le fait qu'ils aient découvert des exoplanètes, et aussi parce qu'il y avait alors je sais pas s'il y avait des podcasts par rapport à ça, mais en tout cas j'écoutais pas mal Éric Simon, ça se passe là-haut. Oui. Qui fait un énorme travail, et ça il faut le signaler, de vulgarisation, même s'il faut s'accrocher quand même parce que c'est la science assez ardue. Et oui, je parce dirais que ça reste de l'actualité, et comme c'est Voilà. assez proche, du coup c'est sur des choses où effectivement c'est assez ardu, mais il arrive bien à les, à les rendre accessibles en fait. Ouais. Si on est un minimum intéressé dans le domaine, évidemment, hein, pour un complet néophyte c'est un peu chaud, mais sinon pour quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu, donc à notre niveau, c'est franchement quelque chose d'accessible. Ouais, tout à fait. Alors, bon, accessible sans être vraiment non plus accessible au véritable commun des mortels. Je dirais qu'il faut. Oui, non, mais pour quelqu'un d'un peu initié, bon, je pense que ceux qui ont écouté attentivement et sans dormir, parce que du coup, t'as pas vraiment écouté à ce moment-là, donc les 2 premiers actes d'A-Space MR, il y a moyen de comprendre 80% de ce qu'il raconte. Ouais. Et surtout qu'il tire ses podcasts d'articles et de publications scientifiques. Donc en plus voilà, le mec a des sources je dirais fiables, parce que je pense qu'il doit prendre en compte que les articles qui sont réellement publiés et les articles qui sont réellement vérifiés par ses pairs scientifiques, parce qu'il me semble que c'est un docteur de mémoire en plus, oui, Simon. Exactement. Voilà, c'est docteur Éric Simon techniquement. Donc quelqu'un de très sympa et très accessible d'ailleurs, vu qu'il il avait pris de son temps pour m'aider un peu pour toute la partie scientifique de 163. Je sais pas si tu te rappelles la fiction où on se prenait une comète sur la gueule. Tout à fait. Oui. Et où justement, moi j'avais déjà fait pas mal de calculs en amont, etc. Et il a pris du temps pour vérifier mes calculs, me dire que une comète ça serait quand même vachement mieux, parce que un astéroïde déjà de base, il peut faire que quelques kilomètres, ça va pas être très impressionnant en termes de taille. Par contre, ça va faire des gros dégâts, alors qu'une comète, c'est un peu moins dense, donc du coup ça peut être plus impressionnant tout en faisant des dégâts qui restent limités à pas détruire l'espèce humaine entière. Ouais. Et donc voilà, ça, plus des discussions autour de à quelle distance on pourrait s'approcher du Soleil avec une comète sans qu'elle explose, et ce qui a donné du coup le principe que la comète explose en partie près de son passage du Soleil. Donc vraiment, il y a eu tout le scientifique qu'il y a derrière 163, il y a une grande partie qui lui est due en fait. J'ai envie de dire, quand tu veux, Éric Simon, tu viens. Voilà. Ouais. Non, mais sans lancer d'invitation comme ça, mais c'est vrai que ça a été, c'est petits. Alors en plus, c'est des petits podcasts, donc ça dure pas très longtemps. Ça doit faire entre 6 et 10 minutes. Ça fait entre 5 et 15 minutes. Ça oscille un petit peu en fait. Bon. C'est très rapidement écoutable, et c'est un contenu qui m'a suivi pendant nombre de temps. Bon, après j'ai un peu abandonné l'écoute parce que c'est vrai que c'est quasiment tous les jours, donc voilà, c'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis remis dans le pied à l'étrier, mais finalement le véritable repère, le véritable accroche, c'est où c'est reparti vraiment à fond les ballons, où je me suis remis à lire des publications, des articles au jour le jour dans mon lecteur de flux. Ça a été lorsque j'ai fait A-Space MR, parce que pour être franc avec toi, il y avait vraiment des concepts qui, alors sans m'être totalement étranger, je ne maîtrisais plus. L'histoire des, pour donner un exemple, un exemple typique, moi, les forces, par exemple, que ça soit la gravitation, la gravité, pardon, les forces électromagnétiques faibles et fortes, et puis j'oublie toujours la dernière. Aide-moi, la 4e. Non, je vais pas pouvoir t'aider, parce que moi en physique je suis pas si fort que ça, on en reparlera tout à l'heure. Et voilà, enfin bon, tout ça pour dire que il y a des concepts sur lesquels tu t'es appuyé, sur lesquels j'ai dû les réapprofondir, parce que évidemment on construit pas, on en parlera plus tard, mais on construit pas A-Space MR en étant un total noob dans le domaine, puisqu'il faut quand même un tout petit peu comprendre les choses, et certaines choses sont quand même suffisamment ardues lorsque vous n'êtes pas du sérail, ou alors que vous ne le voyez pas pendant un certain temps. C'est-à-dire que moi j'ai un parcours scientifique, en tout cas jusqu'au bac, après j'ai bifurqué vers autre chose, mais ce sont quand même des concepts qui peuvent être rapidement oubliés si vous ne les maîtrisez pas. Et puis la science, physique, cosmique,
comment expliquer l'astrophysique, tout simplement. Oui, Elle a tout suffisamment simplement. évolué ces dernières années pour ne plus rien y piger au bout de quelques temps. Donc voilà, c'est Oui, un parce peu que les là mon concepts de parcours. matière noire et énergie noire sont assez récentes en fait. Tout à fait. C'est pas des choses Et qui c'est même pas tout à fait élucidé encore à l'heure actuelle. Non. donc, non. Et je crois qu'on la cherche, enfin on les cherche toujours hein, d'ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est même pas. Oui, oui. Même si on on sait n'est à pas peu sûr près à 100%. où chercher. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est un des trucs où dans A Space MR, par souci de simplicité, il y a pas mal de fois où, justement, pour ce genre de choses, je pars du principe que c'est acquis, alors que la communauté scientifique reste divisée sur certains points. C'est vrai, ça c'est quelque chose effectivement qu'on peut dire aux auditeurs. Mais qui est valable, mais j'ai envie de dire qui est valable pour n'importe quel sujet que tu essayes d'approfondir à minima, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vérité absolue. Ce que toi tu fais, Phil, et ce que tu écris, effectivement, pourrait très bien être périmé dans 5-10 ans, suivant ce que l'on pourrait découvrir au fur et à mesure du temps, et que voilà, il faut prendre ça à instant T pour un témoignage. Je parlais justement de mes livres d'astronomie, puis je terminerai là-dessus, et je vais te retourner la question, mais je parlais de mes livres d'astronomie, et ça me fait beaucoup rire. Et tu veux me retourner la question comme en 1969 ou tu vas me péter les jambes? Espèce d'enfoiré. Ah, je l'ai toujours en travers. Ça me fait oui, c'est sourire retourné. de revoir ces livres-là, mais ça me fait un peu de peine parce que c'est le monde dans lequel j'ai grandi, le monde qui incluait encore Pluton à l'époque-là. Le monde dans lequel on ne savait pas qu'il y avait un trou noir au centre, dans notre centre galactique. Le monde où on ne voyait même pas ce qu'était un trou noir. On n'avait même pas de vue dessus. On imaginait On le voit simplement, toujours on pas, avait hein, des théories. c'est le principe. Et on le voit toujours pas. Enfin, bon, oui, effectivement, on pourrait jouer sur les mots, mais t'as raison là-dessus. On le voit toujours pas. En plus, c'est du calcul. Il y a ça, et puis je crois qu'il y avait un dernier détail. On était à, quand je me fais offrir ce livre-là, c'est en 99. On était à 4 ans après la première découverte de la première exoplanète par Michel Mayer, et j'oublie toujours le deuxième, qui a donc fêté ça ensuite avec du champagne et une tarte aux myrtilles ou je ne sais plus quoi. Quelque chose qui avait fait oui, au myrtille, c'est ça. Ouais, au myrtille, ouais, qui avait fait énormément rire d'ailleurs sur internet au moment où il a révélé ça, et qu'on n'était pas à énormément d'exoplanètes. Aujourd'hui, on a une pléthore, je ne sais plus à combien on est, mais on a une pléthore d'exoplanètes, donc je les montre aujourd'hui à mes enfants, mais c'est vrai que bon, je me dis ah ouais, je suis passé je suis passé dans un autre monde, et encore il y a des informations qui sont pas si fausses que ça. Et toi, Phil, c'est dingue de se dire qu'il y a quelques dizaines d'années, le fait qu'il y ait des... alors ça paraît évident hein, quand on y réfléchit, mais le fait qu'il y ait des planètes qui puissent orbiter d'autres étoiles, c'était quelque chose qui était uniquement théorisé. C'était pas quelque chose qui avait été observé. Mais voilà, donc il a fallu, je pense, en tout cas en parlant de peut-être de Michel Mayer, mais peut-être de d'autres, il a fallu, je pense, beaucoup de nuits d'observation, de calcul, de recalcul, plus de, j'ai envie de dire presque d'intégration de nouveaux concepts théoriques pour essayer de choper ces exoplanètes. Aujourd'hui, on y arrive, c'est pour ça qu'on en découvre autant. Mais t'as raison, effectivement. Mais on les découvre d'une manière qui est assez ancienne, au final, si on oui, réfléchit. c'est vrai. Vu qu'en vrai, fait, on les repère par transit. Ouais. Transit dont on a parlé dans l'acte 2, justement. Le fait qu'une planète passe devant une étoile par rapport au point d'observation. Donc il y avait le transit de Mercure et de Vénus qui avait été nécessaire pour le calcul de l'unité astronomique. Mais donc du coup, là, c'est aussi un transit qui sert à voir s'il y a ou non une exoplanète, vu que c'est la baisse de luminosité pendant quelques instants d'une étoile. Alors quelques instants, ça peut être quelques heures, hein. Donc d'une étoile lointaine, qui dit qu'il y a quelque chose qui vient de passer devant, et donc très probablement quelque chose qui orbite, vu la durée que ça a duré, et donc du coup probablement une planète. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, si bête que peut être cette technique-là, il a quand même fallu attendre la fin du XXe après, siècle Voilà, déjà, il faut les instruments pour pouvoir la détecter, hein, cette baisse de luminosité, parce que l'étoile est loin de s'éteindre. Hein. À ce moment-là, c'est une petite baisse de luminosité. Mais d'ailleurs, tu sais, Phil, oui. ça me fait penser à quelque chose, c'est que là, en ce moment, on se remet à revérifier des données d'anciennes sondes. J'en veux pour preuve pour Mars, actuellement, avec la détection de 3 lacs souterrains sous le pôle Nord. Là où un seul avait été détecté à l'époque,
Et en fait, c'est une technique terrestre toute bête qui mettent en place en fait sur Terre, hein, c'est-à-dire que c'est un radar qui réfléchit suivant la réflexion, en gros, hein, sans rentrer dans les détails, hein, mais en suivant la réflexion de la réflexion de l'objet en question qu'ils essayent de pointer. Bah ça va donner l'information si c'est de la flotte, de la glace, etc. Ils ont fait la même chose pour Mars, mais en reprenant des données qui parfois dataient de plus de 10 ans. Des données qui sur le coup en fait sont juste exploitées pour ce que voilà, mais avec la découverte de nouvelles techniques entre guillemets, bah, ils se sont aperçus que au final il y avait 3, au lieu d'en avoir qu'un seul, il y a tout un réseau de lacs qui comprend 3 lacs principaux en dessous de la surface de Mars. Et je crois que j'ai entendu là cette semaine qu'il y avait aussi une autre sonde qui va être repassée au crible, justement. Il me semble que c'est les données de la sonde Rosetta, donc, qui a ensuite expédié Philae sur c'était la comète sur 67P, ouais, sur la comète 67P. Je n'ose même pas dire le nom parce que je sens que je vais... Oui, non, c'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud, le nom de la justement, comète. c'était chaud, rien, je sais pas quoi. John Cole, là, ouais, c'est ça. Ouais. Non, je sais plus ce que c'est c'est comme ça. Ouais. Et du coup, toi, Phil, je te retourne la question. Hein, bah, d'où est-ce que ça te vient d'aussi loin que moi ou d'un peu moins loin? Dis-moi tout. D'aussi loin que je me rappelle, en fait, ça a commencé avec un livre d'images de le système solaire. C'est l'imagerie de l'espace, je crois que c'était le nom du titre. Enfin, le titre du livre. Et je me rappelle notamment d'une page où ça montrait Saturne donc dans de la flotte, et où ça disait que la densité de Saturne faisait en sorte que si on avait un océan assez grand, eh bien en fait ça serait une planète qui flotterait. Ah, j'ai eu ce livre-là. Ça me et parle. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu. Ouais. Et moi à l'époque je disais mais c'est grand un océan quand même. Donc dans l'absolu, ça serait vachement facile de mettre Saturne dans un océan tellement c'est grand. C'est naïf que tu étais. Naïf que j'étais. Parce que quand on voit la différence entre la Terre et Saturne, c'est chaud. Et puis bon, après, c'est pas tout d'avoir une densité, mais bon, enfin, il y a des notions de gravité, tu la fous dans l'océan, elle se remplit d'eau, hein, du coup, logiquement, parce qu'avec la gravité, ça va aspirer l'eau. Bref, ça marche pas, non, les gars. Faut pas montrer ce genre d'image, parce qu'après, les enfants, ils bug pendant des années. Et, c'est vrai, t'as réellement bugué pendant des années sur cette seule image-là. Ah merde. Ouais, franchement, elle m'a fasciné pendant... j'ai pas vraiment bugué pendant des années, mais elle m'a vraiment fasciné pendant des années, et c'était vraiment, tu sais, régulièrement, j'y repensais. Et plus ça allait, et plus en fait je voyais cette image de manière différente, tu vois. Au début j'étais en mode ils sont cons, un océan c'est grand. Puis après c'était ah oui non quand même au niveau des échelles c'est chaud frère. Et après c'était oui mais attends mais avec la gravité ça passe pas les gars. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que là à un moment ça va se concentrer au centre de la planète, la gravité va s'augmenter. Au final ça va faire une boule d'eau éventuellement, mais tu peux pas la faire flotter, ça marche pas. C'est pas possible. Mais alors tu sais, juste je t'interromps 2 secondes Phil, mais tu sais que les livres actuels aujourd'hui destinés aux enfants sont toujours aussi imprécis. J'en veux pour preuve mon fils qui est en CM1, qui a dû lire un livre parce qu'il est dans un cycle où il présente le système solaire. Le livre, au lieu de te présenter... Alors je comprends que l'échelle peut pas être respectée à mort, mais à minima, tu mets pas la Terre plus grosse que Saturne. Là, il y a un problème. Alors, la Terre était donc plus grosse que Saturne, que Jupiter. Ils ont quand même foutu Pluton dans un coin. On a vraiment des remords avec Pluton. Hein. Pour qu'on le refoute. Alors, ça fait combien de temps ? 14 ans plus tard. Dans un livre, dans un coin, en se disant bon, elle est toujours là. Tu comprends, c'est un peu chaud frère, tu vois. Franchement, c'est pénible. Et donc, rien n'est à l'échelle. Alors que Cérès, tout le monde s'en bat les couilles. Et voilà, c'est ça. Et pourtant, alors, c'est en plus par déjà exemple, dans notre ceinture intérieure. Je vais devoir expliquer aux gens, parce que je l'ai pas fait pendant l'acte 2 d'ailleurs, et je m'en suis aperçu à la réécoute, parce que c'était pas très clair, donc j'en profite. Cérès, ça fait partie des planètes naines, avec des gros guillemets, parce que c'est pas tout à fait des planètes naines, mais c'est les plus gros astéroïdes, en fait, qui sont dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Oui.
et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et donc, c'est pendant un temps, ça a été considéré comme des planètes, parce qu'ils ont vu des trucs qui bougeaient, qui étaient quand même relativement gros, ils leur ont donné un nom, et puis après, ils ont fait, oh, mais il y en a plein, en fait, dans cette zone-là, et après, ils ont fait, bon, ok, c'est une ceinture d'astéroïdes, c'est bon, donc on dit, on passe de Mars à Jupiter, parce qu'il commence à être 135, là, ça commence à être chaud. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. C'est ça, et ben c'est exactement la même chose après avec la ceinture de Kuiper, où dedans, t'as Pluton et t'en as plein d'autres, et donc du coup tu peux pas considérer que on peut le compter au même titre, ou alors sinon on se remet à compter Cérès et consorts, quoi. Donc ouais, bon, voilà, alors consort c'est pas le nom d'une planète, hein, non, pas trop. C'est une expression, on est bien d'accord. mais c'est vrai que ça aurait été très drôle d'ailleurs. Moi je veux qu'un jour on rajoute consort dans la ceinture de Kuiper. Parmi les objets non observés, l'histoire qu'on puisse dire, bon, il y a Pluton et consort, comme ça au moins ça passera très bien. Putain, c'est une blague de merde. C'est horrible. En plus, il y a que mais des gens trop qui... bien. Hein? Ouais, mais ça serait trop bien à faire. Franchement, honnêtement, j'aurais l'occasion de nommer un objet là-dedans, mais je saute sur l'occasion. Mon Dieu. Vas-y, continue ton histoire. On appellera l'Union astronomique internationale pour je vais envoyer un email. Vas-y. Et donc du coup l'avantage c'est qu'en fait ça va faire une transition assez rapide vers la suite, parce que le deuxième truc dont je me rappelle c'est une cassette qui était fournie dans une revue qui s'appelait Astronomia de mémoire. Ouais, je l'ai vu aussi. Oui, et dans cette cassette, il y avait un certain Michel Boujna. Oui, c'est pas un homonyme, hein, c'est le Michel Boujna que tout le monde connaît, enfin beaucoup de personnes connaissent, et qui en fait racontait les étoiles, s'appelait L'oreille dans les étoiles. Après, ça a été édité en livre avec un CD qui s'appelle Les oreilles dans les étoiles, mais à la base la cassette s'appelait L'oreille dans les étoiles. Et d'ailleurs, tu as un petit extrait que tu peux nous diffuser. Tout à fait. Qui est clairement l'inspiration d'A-Space MR. Je dis pas qu'on a volé le concept, mais franchement, le but c'était que je devienne le Michel Boujna des enfants de demain. On est d'accord? Tu ressembles pas du tout pourtant à Michel Boujna. Allez, non, pas du tout, non, mais dans le concept. Bonsoir. Il est entre 23h et minuit. Vous êtes sous la voûte céleste. Bon, vous êtes entouré de ceux que vous aimez. Mari, femme, enfants, amis petits ou grands. Ou bien t'es tout seul, avec le ciel, face à l'immensité. Oh oui, je sais. Les flâneurs, les amoureux vont me dire « Mais moi, les étoiles, je les connais, je sais les reconnaître. » Non. Vous ne connaissez rien. Vous savez, il y a 6 mois, moi non plus, je ne connaissais rien aux étoiles. Alors faites ce voyage avec moi. Après, vous verrez. La musique était un peu chelou. Hein. Oui, particulièrement chelou. Il joue à cache-cache derrière l'étoile. Cache derrière l'étoile. C'est formidable. Hein. Attends, t'as vu, on dirait la voix de Patrick Sébastien. C'est vrai. Plus la nuit sera noire, mieux tu verras. Maintenant, laissez vos pupilles s'accoutumer à la nuit. Tu l'as potassé, Ah mais je l'ai surusé cette cassette. Ah oui, tu m'étonnes. À travers ce que les Gaulois appelaient le couvercle de la Terre. Couvercle de la Terre. Pour moi, c'est comme une chanson en fait. Quelques précisions, juste le temps de vous habituer à l'obscurité. Bon, alors lui, t'es pas dans l'ASMR pur et dur. Hein. Non. Non, mais c'est déjà le concept n'existait pas à l'époque, hein, déjà. Déjà. Mais qu'est-ce que c'est? Des étoiles? Des planètes? Tu vois que l'épisode 1 de l'acte 1, c'est le début de ça. Tout à fait. Par exemple, le Soleil, c'est une étoile. D'ailleurs, c'est même la seule étoile que l'on voit en plein jour. Et les planètes? Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Il y en a 9 au total. 8. Bah oui. Eh oui. Moi, quand j'entends ça, j'ai presque envie de dire ça, tu vois. Ouais. C'est dommage quand même. Hein. Ouais. Voilà. Sauf que là, c'est boule en moins. C'est pas boule noire. Elles deviennent des supernovas et disséminent alors dans l'espace
les noyaux d'oxygène, de carbone et de fer qu'elles ont fabriqués en leur sein. Notre Terre elle-même provient de ces débris d'étoiles. Le carbone de nos eaux, comme le fer de nos automobiles, sont constitués de ces débris d'explosion. Nous sommes donc tous un peu... On était quand même à une époque différente. Hein. Le mec parle quand même d'étoiles, mais pense au fer des automobiles. Oui. Notez bien. Alors que là, c'est pas vraiment ce qu'on aurait eu en tête, mais... Pas vraiment, non. Ouais. Il y a juste un tout petit bout après qui va passer. Donc ça, c'est la musique de ce... Alors qui est très chelou. Hein. Moi, personnellement, la musique me sort de l'ambiance littéralement à chaque fois. Alors que moi, elle fait partie en fait de l'expérience. Tu vois, j'ai tellement écouté que pour moi, c'est inimaginable d'avoir l'oreille dans les étoiles avec une autre musique. Je sais pas, je trouve, je sais pas, je suis pas très, oui, non, mais pas très habitué. Je pense que c'est juste une question d'habitude en fait. Ouais, il y a peut-être de ça, oui. C'est juste que moi j'y suis habitué, mais c'est vrai que les premières fois c'était chelou. Je me rappelle que les premières fois que j'ai écouté c'était chelou. Je vais maintenant vous montrer d'autres constellations qu'on ne voit qu'à la belle saison. Revenez à nouveau vers la grande ours. Observez sa queue. Elle se tend comme un doigt pour nous indiquer une autre étoile. Le Boukistan, le fameux Boukistan. Bien évidemment. Vous ramène vers l'ouest, d'où vous êtes parti tout à l'heure. Vous avez alors sous le regard la magnifique Arcturus, de la constellation du Bouvier. Ne la quittez plus des yeux. C'est Bah déjà faut la trouver si tu veux. 23 fois C'est chaud aussi ça. à 36 années-lumière de la Terre. Non, Arcturus ça va. Arcturus c'est quand même la putain d'étoile que t'as l'impression que c'est un avion mais sauf que ça clignote pas et ça bouge pas quoi. Rien. Tu parles de Arcturus, c'est ça? Oui, Arcturus. Arcturus se contente de nous dispenser sa tendre couleur orange. C'est bien ce que je pensais. Oui, l'ours, tout à fait. Donc t'as été nourri de ça. T'as été nourri de ces cassettes de Michel Bougenac qui parlait. Donc même moi, quand tu m'as fait découvrir ça, j'ignorais complètement. Hein. Avec des musiques cheloues, je l'admets. Hein. Je veux bien non, mais admettre c'est que vrai, ça soit hein. des musiques cheloues. Excuse-moi, Et tu est-ce que reconnais vous quand avez- même que j'ai plus de classe quand même. Hein, on est d'accord. Oui, on est d'accord que c'est un peu plus consensuel déjà, et c'est un peu moins mi-musique de film d'horreur, mi-voilà, Ouais, mi-mallette. bah moi j'ai pensé à X-Files, le- tu vois. Je sais pas pourquoi. X-Files, la série a des musiques parfois similaires, ces petits thèmes de piano, machin, c'est assez C'est chelou, ça. quoi. Et c'est vrai que ça a un petit côté angoissant, mais quand tu l'as écouté pour la 148e fois, que t'es sur une cassette surusée, tellement tu l'as écouté en boucle, parce que clairement, en fait, je m'endormais avec la face A, les jours pairs, la face B, les jours impairs, parce que c'était vraiment ça pendant quelques années. Le truc, c'est que justement, pour moi, c'était devenu en fait une espèce de chanson. Alors, vous avez pas entendu parce que on n'avait pas nos enregistrements pendant la diffusion de l'émission, enfin du petit extrait, mais je le connais par cœur. Mais par cœur de chez Parker. En tout cas, le début et le début de la piste A, enfin de la face A et le début de la face B, pour des questions évidentes de je me suis endormi pas mal de fois sur la suite. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment ça l'inspiration, et clairement, c'est assumé. Enfin, en tout cas, j'ai pas honte de le dire. J'ai fait la technique de à la rencontre de Forrester, c'est-à-dire celle de s'inspirer très fortement au début de l'écriture de quelque chose pour ensuite partir sur autre chose. L'épisode 1 de l'acte 1, si vous écoutez les deux premières pistes de l'oreille dans les étoiles, c'est extrêmement similaire. Pour pas dire que c'est presque du copier-coller, et je pense même qu'il y a une ou deux phrases qui sont récupérées telles quelles. C'est très possible qu'il y ait une ou deux phrases qui soient récupérées telles quelles, et l'intonation aussi. En tout cas, au niveau des thèmes, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au début, il parle de qu'est-ce que c'est une étoile, qu'est-ce que c'est une planète, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, et c'est exactement ce que je fais dans l'épisode 1 de l'acte 1, où justement, je dis que tout ce qui brille dans le ciel n'est pas forcément une étoile, enfin, étymologiquement si, hein, vu que étoile, ça veut dire qui brille, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment l'inspiration, on va dire, depuis l'enfance. Et le petit coup de pied au cul, en fait, c'est que donc quelques mois avant ou quelques semaines avant de me dire bon allez, je vais me mettre à écrire ça, parce que ça, forcément, au bout d'un moment, à faire du podcast, je me suis dit à un moment, il faudra que je fasse
que je fasse une version, pas 2020 parce que c'était pas en 2020, mais vous voyez l'idée, une version année 2000 de la cassette de Michel Boujna. C'est en fait que je suis tombé sur quelqu'un justement qui, en ASMR, avait en fait refait toute la voix off d'un documentaire sur l'espace. Et là du coup on en a un extrait, plus court, je vous rassure, parce que c'est de l'ASMR, il y en a certains que ça va faire hérisser les poils du dos. Donc du coup, est-ce que tu peux nous le diffuser, Redscape, s'il te plaît ? Bien sûr, évidemment. C'est même ce que Magnéto tu entends, Serge. entre guillemets. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un voyage spatial. On va voyager dans l'intégralité du système solaire et visiter chaque planète qui orbite autour du Soleil. Et je peux le faire aussi, comme ça. Et le voyage commence, entouré d'une lumière et d'une chaleur intense, parce qu'on est près de la surface du Soleil. Envoie Pluton au 62121 et retrouve tous les astronomes chauds de ta région. Mais c'est exactement ça, tu sais, c'est 3615 code ULA. C'est ça. C'est terrible, mais c'est terrible. Mais Alors, moi, je comprends. Là, je comprends le concept. c'est là où Redscape et moi sommes divisés. Moi, j'arrive à m'endormir avec ce genre de choses, ça m'aide même à m'endormir, mais je peux comprendre que ça soit pas très consensuel. Ah, mais moi, je suis éclaté. Moi, j'ai envie de l'imiter en permanence. Et de lui faire dire des conneries, tu vois. Moi, j'écoute cette voix-là, c'est pas pour m'endormir. Alors, ça existe, et faut que je te retrouve ça. Je suis tombé sur un mec qui fait justement des parodies d'ASMR, où c'est ton conseiller Pôle emploi. C'est très bon, ça. Tu vois ça, c'est bon, ça. Ce qui donne n'importe quoi, et c'est génial. C'est n'importe quoi. Faudra que je te l'envoie, un de ces quatre. Mais à mon avis, je pense que si tu cherches conseiller Pôle emploi ASMR, tu dois pouvoir tomber dessus sur YouTube. Ah, tu vois, ça, c'est typiquement ce genre de concept. Là, je dis, ok, là, ça sert à quelque chose. Mais là, le mec qui refait qui fait enfin, non, je sais pas. Moi, ça me provoque ça. C'est déjà l'hilarité. Hilarité. Mais hilarité Clinton. Mais je peux comprendre qu'effectivement, toi, ça te rentre dans ta sphère personnelle. Si tu veux, c'est vraiment, ça vient te chuchoter dans les oreilles. Et que ça puisse être cringe. Ça, je comprends tout à fait que ça soit du 1 ou 0 en fait. Soit t'adores, soit tu détestes, et je pense qu'il n'y a pas trop de gens au milieu en fait. C'est même pas une histoire de détester, c'est que je pense que c'est plus de l'ordre de la réaction. C'est que chez moi, ça provoque plus du rire que c'est en soi ce qui fait. Oui, mais ton rire, il vient sûrement du fait que ça te dérange en fait. Ça doit te déranger au profond de toi. Te faire une réaction où c'est pas agréable et donc si du coup tu l'évacues avec du rire ou des choses comme ça. Non, je sais pas si ça me dérange, je dirais plutôt que c'est ridicule. En fait, c'est du ridicule, c'est même pas de Hein ? De quoi ? Oui, c'est ça, en un sens, ça marche aussi. Quand c'est ridicule, c'est que ça correspond pas à un code que t'as en tête. Donc ça te fait une dissonance. On va dire ça comme ça. De toute façon, j'en écoutais pas déjà avant, donc clairement, là, voilà. Avec ça, en plus... Voilà. Bon, mais toi, mais après, je comprends très bien que des gens comme toi, ça s'endorment avec ça, y a pas de problème. Et donc, du coup, moi, pour m'endormir, j'ai deux passions, les documentaires et l'ASMR. Et donc, quand le gars, il a sorti ça, je me suis dit, oh, la bonne idée. Et je me suis dit, mais allons plus loin, la bonne idée que je pourrais faire, dans l'absolu. Étant donné que, pour ceux qui auraient pas compris, je fais du podcast dans la vie de temps en temps. Et du coup, c'est là que j'ai fait un premier pilote. De ASpaceMR, où vous verrez que la voix n'est pas tout à fait celle à laquelle vous êtes habitué, vu que j'essayais de partir un peu plus sur la ASMR. Et du coup, il y a un extrait. Alors, je tiens à dire que pour ceux qui auraient la version originale, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que je l'ai perdue. Mais j'ai pu la reconstruire grâce à la musique que j'avais choisie d'un côté et la voix que j'avais envoyée à Redscape sans la musique derrière pour pouvoir faire le montage. Du premier pilote. Donc du coup, voilà la première version, donc avec une musique que j'avais choisie, qui s'appelle Fluidscape, enfin dont le titre est Fluidscape d'ailleurs, donc c'est très drôle vu que Redscape n'était pas encore sur le projet. Et où du coup, j'essaie d'être un peu plus ASMR. Salut. Si tu as lancé la lecture, c'est parce que tu veux te détendre. Ou peut-être parce que t'arrives pas à t'endormir. Dans tous les cas, on va se mettre en condition tout d'abord. Idéalement,
allonge-toi confortablement. N'hésite pas à bouger un peu si besoin. Mais surtout, garde les yeux fermés. Installé ? Parfait. On va faire une respiration calme, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. On va planter le décor ensemble. Je te guide, et toi tu crées le monde autour de toi. Imagine-toi au sommet d'une colline, la plus haute des environs. Autour de toi, que de la verdure, et en contrebas, un paysage vert et vallonné. Au loin, il y a un village dont tu aperçois à peine les quelques fenêtres allumées. Le soleil s'est couché depuis quelques heures maintenant, la nuit est douce, calme, il fait bon, et tu es seul, bercé par les bruits rassurants de la nuit. Essaie d'imaginer les odeurs des plantes autour de toi. Avec l'humidité de la nuit, ces plantes diffusent un parfum très agréable. Profitons-en un instant. On est bien ici, non ? On va profiter ensemble de ce moment de détente pour voyager dans l'espace. Je vais te raconter tout ce que je sais sur l'univers et te conter quelques légendes plus ou moins. Voilà. Donc, nous sommes le 17 mai 2019, et tant qu'à faire, je me dis, tiens, allez, je vais partager ça sur Twitter, hein, j'ai mis l'épisode sur PodCloud, et je dis, ah bah tiens, je me suis lancé dans un petit projet, je vais vous aider à vous endormir en vous parlant d'espace. Bon, voilà l'introduction. Je suis en train d'écrire la suite, on parlera de la Lune, de sa formation, des légendes dans le 2e épisode. Et là, il y a un mec qui cite mon tweet, qui dit « Je suis jaloux, j'avais un projet similaire dans les cartons. » Et ce gars-là, c'est Redscape. Et ça, c'est le début de la collab, en fait, en soi. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était le principe de moi j'avais démarré quelque chose, toi t'avais envie de le faire, tant qu'à faire, on peut le faire ensemble. Voilà. Ouais. C'était pas formellement dit comme ça au départ parce que je me souviens très bien que je me souviens, en tout cas c'est écrit devant moi, que tu réponds, je me suis inspiré moi-même d'un vieux truc des années 90 avec Michel Boujna, alors rien ne t'empêche de te lancer. Bon, c'est vrai que du coup la réponse, elle n'invitait pas trop entre guillemets à aller plus loin, quoi. C'était pas plus engageant que ça, quoi. Mais on avait continué, du coup, c'est vrai, la discussion après en message privé. DM. Ouais. En DM. Et alors c'est très étonnant parce que en fait ce que toi t'as fait Phil, j'aurais pu très bien ne jamais tomber dessus étant donné que il me semble que j'étais dans les bouchons, je rentrais de Rennes ce jour-là. Alors pour la petite anecdote, c'était le jour de mon anniversaire. Voilà, l'année dernière, le 17 mai 2019. Je sais pas pourquoi, c'est tombé ce jour-là. Et je sweepais donc Twitter dans les bouchons, chose qu'il faut surtout pas faire, bien entendu. Je sweepais. Voilà, ne reproduisez pas chez vous. Voilà, c'est fait par des professionnels, bien entendu, de la cascade. Et donc du coup, je sweep et puis je regarde, je tombe sur ton tweet. J'écoute. Ça aussi, ne reproduisez pas chez vous, écoutez à Space MR au volant est pas forcément la meilleure des idées. Alors toi, oui, effectivement, et ça c'est pareil, il faut le refaire que par des professionnels, parce que moi je suis capable. C'est ça. Sinon je peux pas avancer dans mon taf, dans la Space MR. Je ne peux littéralement pas avancer si je peux pas écouter les rushs et les montages que je fais dans la voiture, quoi. Je suis obligé, donc... Derrière, voilà. C'est la musique des céphéides de l'acte 2. Ouais, tout à fait. On parle des petits phares spatiaux qui nous permettent de connaître la distance. Ouais, ça c'était l'un des tout derniers, je crois que c'est l'épisode 5. Oui, parce qu'il faut savoir 5. Qu'en fait, en général, Redscape lui connaît les titres et tout. Et moi je lui dis, c'est la musique de quand je parle de ça. Ouais, je les connais. Ouais, mais bon, après, c'est forcé. Il y a des endroits du texte, je suis parfaitement incapable de te dire c'était quel épisode. Toi, tu vas me dire la même chose. C'est là où il y a une vraie complémentarité, finalement. Puisque chacun dans notre domaine, l'un ne pourrait pas fonctionner entre guillemets avec l'autre, quoi. Parce que toi, Phil, quand je te mets des musiques, tu identifies aussi tes passages de texte par rapport à ces musiques-là. Bah oui. Et moi, je sais que sur ces musiques-là, t'as parlé de telle chose. Voilà.
Et c'est vrai qu'on pourrait pas, on aurait du mal, si on cassait le truc en deux aujourd'hui, on aurait sans doute du mal finalement parce qu'on connaît maintenant les mécaniques et comment ça se construit. Alors bref, pour en revenir du coup au sujet principal. Donc à la petite discussion qu'on avait en DM suite à l'envoi du pilote, parce qu'au final c'est devenu ça. Oui, c'est devenu ça, oui. C'est en gros, je finis quand même par dire, donc une petite discussion un peu sur ce qu'on aime, et voilà, et je finis par dire, je pourrais t'aider pour l'ambiance musicale, voilà. Et donc il me répond quand même, c'est vrai, putain, voilà. Bon. C'est ça, c'est du fil dans le texte. Hein. C'est ça, putain, mais j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que dans l'absolu, le mec il fait les abyssales. Donc, ouais, bon, potentiellement. Il a quelques musiques dans sa besace, quoi, qui pourrait sélectionner. Moi, en sélection musicale, disons que du moment qu'il y a un fond, je suis content. Et du coup, on pourrait faire un truc où il y a un fond qui a du sens et qui marche bien, quoi. C'était vraiment ma pensée à ce moment-là. Et le pire, tu sais que lorsque j'écoute ta piste, ton pilote du pilote d'origine, j'ai déjà la musique. Et c'est pour ça que j'ai dû te proposer, genre peut-être 2 jours plus tard, l'épisode déjà presque fait, puisque j'ai réécouté le premier Rush original, la première version, qui contient exactement les mêmes musiques qui ont été celles du premier épisode d'AspSMR. Oui. Donc je t'avais déjà mis... Parce que déjà dans ma tête, quand je les ai écoutés, je me suis dit, tiens, il y a tel morceau, putain, ça irait vachement bien. En plus, c'est vrai que je l'avais jamais fait, donc sonoriser à partir de d'autres musiques. Donc voilà, pour moi, ça a été, j'allais pas dire facile, parce que finalement, et ça on en parlera plus tard, c'est loin d'être facile. Mais le premier épisode a été relativement facile parce que finalement, le générique est venu comme ça, finalement, le thème du générique, le morceau qui nous habille en permanence, que vous avez encore écouté en début d'émission, c'est ça, il arrive... parce que je me dis dans ma tête, tiens, mais c'est ce morceau-là et ça peut pas être un autre morceau, c'est obligé que ça soit celui-là. Et tu la plaques sur ta voix et je me rends compte que putain, ça fonctionne. Mais ça fonctionne de ouf. Et je crois que c'est ta réaction après qui... Étant donné que là, on en est au point où je te dis juste à ce moment-là, est-ce que tu veux la piste sans fond ? Oui. Moi, je propose qu'on fasse l'expérience et de faire écouter aux auditeurs ce que ça donne si on met pas de musique de fond. Parce que normalement, tu l'as en MP3, que je te l'avais envoyé, où il y a juste ma voix. Et vous allez voir que si on enlève la musique, il manque un truc. Salut. Si tu as lancé la lecture, c'est parce que tu veux te détendre. Ou peut-être parce que t'arrives pas à t'endormir. Dans tous les cas, on va se mettre en condition tout d'abord. Idéalement, allonge-toi confortablement. N'hésite pas à bouger un peu si besoin. Mais surtout, garde les yeux fermés. Installé ? Parfait. On va faire une respiration calme, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. Donc on voit bien que sans la musique, c'est très cringe. Déjà, surtout cette première version, qui est déjà un peu plus cringe que la version finale. Et donc du coup, là, il y a Rescape qui a rajouté sa propre musique, et c'est toujours pas l'épisode 1 de l'acte 1, vu que c'est toujours le pilote, et c'est toujours avec la même voix, mais déjà on va pouvoir voir la différence qu'il y a entre... Donc, on a vu une musique que Phil choisit, donc c'est bien mais pas top, la voix toute seule, ce qui est encore moins bien. Tu dévalorises un peu, Phil, hein, parce que même sans être top, comme tu dis, elle était pas non plus à jeter à la poubelle. Hein. Non, elle était pas jetée à la poubelle, mais elle était bof. Elle était au quai-tiers, quoi. Elle faisait l'affaire, elle faisait un bed, c'était moins pire que sans musique. Bah oui. Mais c'était quand même pas aussi joli que la version que tu vas mettre là, qui est toujours le pilote et toujours pas l'épisode 1 de l'acte 1 tel qu'il est actuellement sur le flux. Salut. Si tu as lancé la lecture, c'est parce que tu veux te détendre. Ou peut-être parce que t'arrives pas à t'endormir. Dans tous les cas, on va se mettre en condition tout d'abord. Idéalement, allonge-toi confortablement. N'hésite pas à bouger un peu si besoin. Mais surtout, garde les yeux fermés. Installé ? Parfait.
On va faire une respiration calme, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. On va planter le décor ensemble. Je te guide, et toi tu crées le monde autour de toi. Imagine-toi au sommet d'une colline, la plus haute des environs. Autour de toi, que de la verdure, et en contrebas, un paysage vert et vallonné. Au loin, il y a un village dont tu aperçois à peine les quelques fenêtres allumées. Le soleil s'est couché depuis quelques heures maintenant, la nuit est douce, calme, il fait bon, et tu es seul, bercé par les bruits rassurants de la nuit. Essaie d'imaginer les odeurs des plantes autour de toi. Avec l'humidité de la nuit, ces plantes diffusent un parfum très agréable. Profitons-en un instant. On est bien ici, non ? Voilà, donc ça c'est la version pilote où on voit déjà que le choix de la musique est beaucoup plus spatial. On voit les petites étoiles dans la musique, par rapport au premier qui était un fond, quoi. Là c'est la musique qui parle, enfin qui limite, qui te, je suis presque désolé de le dire, mais t'efface un peu. Déjà, on l'introduit littéralement, c'est-à-dire que je laisse littéralement la musique pendant quelques secondes s'exprimer avant que toi tu dises salut. Mais surtout, on commence à introduire le concept de je coupe entre guillemets en plein milieu, enfin je coupe à la fin d'une phrase et puis je laisse la musique s'exprimer. Là, elle devient un personnage à part entière. Voilà, ces respirations-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Space MR après, effectivement, pour donner un rythme un peu plus lent. Ouais. Bien que ça soit pas facile mon phrasé. J'avoue. On en parlera, mais voilà. Mais il fallait que ça soit. Si le projet voulait, c'est là où j'avais eu peur moi quand j'ai fait ça en 2 jours. Oui, puisque je t'ai diffusé. Il me semble que je t'ai passé la première version le 19 mai. Il fallait absolument que la voix que je portais à travers la musique puisse s'exprimer à égalité avec la voix que toi tu portais, parce que pour moi l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Et même si j'ai eu quand même cette peur-là, au tout départ, surtout en voyant le nom Space MR que t'avais déjà entre guillemets déposé, qui était déjà là, je me suis dit, si c'est pour tomber dans le pathos habituel de ce jeu, de ce type de podcast ou de réalisation avec des musiques qui sont pris sur des CD de Nature et Découverte, hein. J'exagère, mais c'est mais c'était la V1 de ce que j'avais moi sorti, hein, clairement. Voilà. C'était de la musique New Age en fond et basta, quoi. Voilà, et enfin, je dis pas que les musiques que je choisis sont parce qu'il y en a certaines qui sont aussi qu'on pourrait très bien trouver sur un CD de Nature et Découverte et qui sont aussi parfois issues de la mouvance du New Age, comme t'en parlais. Je me suis dit, il faut que je trouve une musique qui soit capable, toi, Phil, de te taper dans l'oreille en me disant « Ah oui, ça c'est bien ça, dis donc ça c'est pas mal, il y a un truc, il y a quelque chose. » Et quand je te livre ça, et je m'en souviens très bien, quand je te livre ce truc-là, je me dis, s'il le refuse, c'est tout à fait normal, parce que peut-être qu'il s'attendait à autre chose, il s'attendait certainement pas. Il s'attendait pas à ça. Et finalement, ta réaction a été. Et moi de mon côté, déjà, parce que là on l'a coupé, mais il y a le générique avant. Bien sûr. Donc déjà, moi, le générique avant, on est à la Cité de l'Espace, hein, clairement. On est au planétarium de la Cité de l'Espace. Le générique, pour moi, c'est vraiment ça. Il a un mix de épique et éthéré. Oui. Qui est très reportage sur l'espace, très tu vois les genres de reportages IMAX que tu peux avoir sur les missions spatiales, ou des choses du genre que tu peux avoir donc justement à la Cité de l'Espace, ou pour les Parisiens à la Cité des Sciences, à la Villette. Mais justement, il est grandiloquent, mais il reste à sa place. Il est pas c'est ça. Juste pour le plaisir des oreilles. Juste pour le plaisir des oreilles. Un petit coup de générique.
c'est l'énorme kick. C'est ça. C'est l'énorme kick qui arrive. Alors en plus il existe. Alors ce qu'il faut savoir. Mais tu sais que ça me met des frissons. Là maintenant j'ai des t'as toujours des frissons sur les bras. Hein. Mais ça me le fait à chaque fois en plus ce truc-là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un. Là, on pourrait rentrer un peu plus dans le détail de la technique musicale, mais on peut très bien le faire. Donc, c'est notre émission entre guillemets. Ce morceau donc est issu d'un groupe qui s'appelle Carbon Based Lifeforms, qui est un groupe de mémoire suédois ou danois, enfin un groupe du nord de l'Europe, ça c'est sûr et certain, composé de 2 personnes. Initialement, je crois qu'il est du Danemark parce qu'on se fait bloquer au Danemark sur YouTube. Donc ça doit être du Danemark effectivement. Alors malheureusement pas parce que on n'a pas le droit d'utiliser ces musiques, on a tout à fait le droit d'utiliser ces musiques puisque j'ai moi-même fait la démarche de contacter les CBL, je vais les appeler comme ça, c'est plus simple, pour justement utiliser, est-ce que j'avais cette possibilité d'utiliser leur musique et puis surtout de pouvoir la travailler, et ils m'avaient gentiment répondu, alors après quelques temps quand même, en s'excusant justement du temps d'avoir mis pour répondre, en me disant il n'y avait pas de problème. Donc il existe 2 versions. Étant donné que c'est le générique, valait mieux. Parce que c'est pas juste une qu'on utilise derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus là on la modifie. Je la modifie. Oui, il y a la voix de Karine en plus dessus. Voilà, c'est ça. Il y a ça et puis il y a des coupages qui sont effectués, qui sont faits que vous entendez pas forcément, mais le générique en tant que générique, celui que vous avez entre guillemets l'habitude d'entendre en permanence au début des épisodes, donc celui qui passe derrière moi là actuellement. Celui-là, c'est trois composés, enfin trois parties du morceau en fait qui sont mixées, que vous entendez pas forcément puisque magie de la réalisation sonore et du coupage sonore entre guillemets, ça se font très bien. Là par exemple, à ce moment-là, c'est déjà 2 parties du morceau, mais vous avez entendu qu'une seule partie. Voilà. Donc ça c'est mon boulot de chirurgien du son. Parce que clairement, tu es un chirurgien du son. Hein, c'est à chaque fois que tu fais. Et là, du coup, j'avais besoin d'un peu plus de temps, donc j'ai rajouté 3 mesures. Je fais, et tu me dis, est-ce que tu l'entends ? Fait, écoute, mec, je suis désolé, hein, mais je sais que c'est un peu la qualité de ton travail qui fait ça, mais j'entends rien là. Je suis pas aperçu. Mais je te remercie du coup du compliment, parce que pour le coup ça me touche beaucoup. Mais enfin, tout ça pour dire que pour les CBL, il existe en réalité 2 versions, dont vous avez entendu chacune des 2 versions, puisqu'il faut savoir que ce groupe avait été initialement signé sur un label français qui s'appelle Ultimae Records, dont si vous regardez les notes de chaque podcast, vous en verrez au moins un morceau par épisode. Parfois jamais, enfin ça dépend. Mais c'est un très bon label français qui fait beaucoup d'ambiance, beaucoup aussi de psytrance, tiens, on parlait du New Age, ça sera un peu l'esprit entre guillemets, mais qui fait des choses de qualité, parce que ça faut le signaler, avec un mastering surtout de qualité. Et du coup, quand ce disque-là sort en 2010, donc ils seront signés chez Ultimae Records, et ce groupe-là refait apparition donc quelques années plus tard, en créant leur propre label déjà dans un premier temps, mais surtout en ressortant ce même projet donc chez Ultimae, en le ressortant sur un autre label qui s'appelle Blood Music. Et donc du coup ils en ont profité pour remasteriser. Ce qui fait que y a une grosse différence, c'est-à-dire, alors le process de remasterisation il est très simple, c'est qu'en gros on reprend les pistes originales et on refait un mastering dessus. Le mastering, c'est le fait que le morceau puisse bien sonner partout, d'accord ? Là, vous allez pas. C'est ce qu'il y a la différence entre la V5 d'un épisode de Space MR et le master. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, par exemple. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est des choses qui ne sont pas censées s'entendre. Eh bien, ce morceau-là en particulier, le fameux gros boom, le gros kick qu'on entend juste après j'allais dire le break. Enfin, le build-up, mais c'est même pas un build-up. Alors en musique, qu'est-ce qu'on appelle un build-up ? C'est l'espèce de montée qui, alors soit de montée ou de silence ou de climax entre guillemets qu'on entend avant avant que ça tabasse quoi. Typiquement le build-up. T'as une intro, t'as un build-up quand même dans ah putain, ça y est, j'ai le titre qui me revient plus. Euphotique. Le titre. Ouais. Donc, oui, Euphotique, merci. Voilà. J'allais dire oui, t'as un build-up. De toute façon, donc ça passait pas. Oui. Mais t'as un petit build-up avant le kick. T'as toute l'intro.
qui est très de l'eau qui tombe, j'ai un peu l'impression, ou des étoiles qui clignotent, si tu veux. C'est ça. Ensuite, après, t'as effectivement une espèce de respiration qui se fait, et après, pam, c'est bon, ça part. Voilà, c'est ça. T'as une légère baisse de volume, très légère, mais qui est quand même suffisante pour t'annoncer que t'as le thème principal qui revient. Et d'ailleurs, on peut en faire l'expérience en live direct, hein, puisque c'est un peu mon boulot du coup de vous montrer. Mais t'as une espèce de... Voilà, c'est ça. T'as un qui vient au début avant, en fait. Tu le fais très bien, Phil. À force de l'entendre. Alors là, vous allez l'entendre. Je l'ai mis un peu plus fort. Là, le thème, il est passé avec des filtres. Et là, on entend la voix qui est en pré-réverb. C'est là que le morceau, il est absolument énorme parce que ça donne une véritable rampe de lancement. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours imaginé. Ouais, alors, c'est pas dessiné comme ça au niveau des ondes, hein, mais c'est une rampe de lancement vers la fin. Alors là, pour le coup, je l'utilise moi pour la fin de l'épisode, c'est-à-dire que lorsque je fais l'épisode et que je termine avec ça, donc Phil, en général, a l'habitude de nous sortir des putains de phrases, des putains de punchlines, de tarés, en te faisant réfléchir sur ta condition humaine, faut le dire comme il est. Et donc moi, j'ai sur l'acte plus 2 plus que sur l'acte 1 quand même, mais oui sur c'est l'acte vrai. 2, il y a eu pas mal de... Mais en fait, justement, Ouais. c'est parce que à force d'avoir travaillé avec toi sur l'acte 1, où je sais que à la fin, je vais avoir cette intro de Photique, et où là, je suis en train de réfléchir à... Ok, on est déjà avec le thème de l'émission qui va revenir, donc à ce moment-là, on n'est plus censé traiter le sujet en cours. On est censé faire l'ouverture vers les épisodes suivants, ou une ouverture vers une version plus large du sujet en fait. Donc effectivement, ça peut être réfléchir sur sa condition humaine, ça peut être justement dire et c'est ce qui va nous amener à des découvertes futures. Et donc du coup c'est là aussi où la voix répond à la musique, parce que je sais que derrière il va falloir que je sorte une dernière phrase qui va être effectivement assez percussive, ou en tout cas qui doit avoir une importance aussi grande que le kick que va donner la musique derrière, pour que justement après on ait ce générique qui puisse partir avec cette dernière phrase qui résonne dans la tête des auditeurs. Ouais. En fait, l'idée, c'est... Et tu l'as effectivement très bien expliqué. L'idée, c'est que lorsque tu as cette combinaison-là, donc cette phrase qui donc n'est plus dans le sujet principal, mais est une digression vers et aussi un passage vers l'épisode suivant. Et puis c'est justement, une ouverture, cette musique, c'est une ouverture. Donc le passage vers la musique, vers comment s'appelle ce moment où ça va partir, ça va exploser. Il faut qu'en toi, il y ait un... Moi, c'est le sentiment que j'ai eu la première fois que je monte à SpaceMR, la première fois que tu tapes avec cette phrase-là. Mais plus une fois quand tu l'as refait. Hein. Pas forcément la première fois, ça ne l'a pas forcément fait. Mais la seconde fois où tu as refait la voix, et on en reparlera, tu refais la voix, et que je cale le truc, parce qu'après, c'est de la magie. Enfin, pas de la magie, mais c'est plutôt beaucoup d'automation et puis de changement de volume et tout ça, pour que ça vous donne, à vous, auditeurs, l'impression que ça explose. En réalité, c'est juste que c'est descendu au niveau de la voix, et puis dès que la voix part, allez, on va dire quelques centièmes de seconde avant que Phil termine sa phrase, moi je fais monter la piste, et c'est à ce moment-là, voilà, ça accroche en même temps comment s'appelle la parole de Phil. Et donc à ce moment-là, il fallait que t'es une sorte d'énergie qui c'est presque physique, c'est transcendant comme expérience, surtout quand moi qui suis derrière les manettes, je le monte et que je le mixe. Il fallait que ça soit ça te donne un truc en toi qui dise waouh, ah là, la vache. Ah oui, là si tu veux, on peut faire un petit récap rapide des dernières phrases de l'acte 2. Oui. Donc l'acte 1, on parle de l'horloge de l'humanité. La dernière phrase, c'est c'était simple et beau, un balai rien que pour nous, un écrin pour les êtres exceptionnels que nous pensions être. Et puis après ça part. Ensuite, à la fin de la forme la plus parfaite, on a
Garde donc en tête que l'espace est le même pour tout le monde, la science aussi, quel que soit ton lieu de naissance sur notre caillou cosmique. Mais là, il y avait un peu plus de build-up avant, donc du coup là, c'est pas forcément le meilleur truc. possible. Ensuite, à la fin de l'errance à l'harmonie, la dernière phrase, c'est à quel point même cela montre encore une fois à quel point les civilisations sont plus liées que ce que nous avions appris dans nos livres d'histoire, à quel point même à l'époque, notre caillou spatial était trop petit pour les grandes idées, pour que les grandes idées ne puissent y circuler. Voilà, tu te retrouves en fait à avoir à chaque fois, donc on va peut-être pas toutes les faire, à chaque fois effectivement là pour justement la fin de l'acte 3, enfin de l'épisode 3, où justement le truc c'est que j'essaie de faire une ouverture sur le fait que là ok, on est très centré sur les civilisations européennes. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, au final, la musique a eu plus d'impact que ce que les auditeurs peuvent imaginer, et ce que même nous, on aurait pu imaginer avant. C'est-à-dire que ça m'a forcé à faire des ouvertures, et ça m'a permis aussi, c'est un peu les deux, de faire des ouvertures au sujet plus large. Et donc de dire cette dernière partie, juste avant qu'on balance le générique, c'est un peu, on replie les bagages de ce qu'on a vu pendant l'épisode, on en profite pour mettre un peu les choses en perspective par rapport à ce qui a été dit, et ensuite derrière terminer sur un peu l'équivalent de la pensée du jour, tu vois. Et ça sans cette musique qui part derrière, ou si on avait arrêté l'épisode directement après, ou avec un autre type de musique qui avait pas ce kick, ou moi j'ai presque l'impression que c'est un reverse kick. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils ont pris un bruit de cymbale et qu'ils l'ont inversé. Non, pas du tout. Je sais pas si tu vois ce type de son. Non, mais ça me rappelle ce type de son où oui, d'accord. Où t'as une aspiration. Je vais expliquer. C'est une technique en fait. Alors moi j'en ai parlé juste tout à l'heure. C'est pas une pré-reverb, mais en réalité c'est voilà. J'ai un meilleur exemple en fait pour illustrer ça, c'est mon propre podcast, puisque c'est une technique que j'utilise moi pour certains éléments. C'est un reverse, oui, c'est un reverse reverb. C'est-à-dire qu'on donc il y a bien une inversion du truc. Effectivement, il y a une idée d'inversion. Donc t'étais totalement dans le sujet. Alors, pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'essayer de retrouver le son pour vous l'illustrer encore mieux que d'en parler. Mais en gros, ça permet de pouvoir donner une impression de, oui, effectivement, d'aspiration ou d'inspiration, une espèce de boum. C'est ça. Voilà. Alors c'est pas très dur à réaliser, c'est juste chiant en fait à faire pour le coup. Vous allez voir exactement à quoi je vais faire référence. Donc je vais couper tout ce que j'étais en train de mettre. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc là c'est ce que je viens de vous passer, donc en fond, donc un générique de mon propre podcast. Oui, donc en fait, au lieu d'avoir un son et ensuite le son qui vient avoir des petits de lui-même, oui. T'as les petits qui arrivent avant, c'est ça. Et là ensuite t'as le son. C'est ça. C'est-à-dire qu'on prend le quelques secondes. Là, je viens de faire un DS assez sonore. Quelques secondes. Ah ouais, je vais mettre un DSR, ça va être plus simple. Alors, on prend juste quelques secondes, on le, entre guillemets, reverse. On le place de telle sorte à ce qu'il commence, allez, on va dire pile poil au moment où la première lettre, on va la dire. Ce qui fait que du coup, d'ailleurs, je crois que dans notre générique principal, on l'a de mémoire dans le générique de l'acte intégral. Je crois l'avoir mis ce truc là sur la voix de Karine de mémoire, hein, je suis pas sûr, je vais retrouver oui, c'est possible. Je crois que j'avais réutilisé la même technique et sur le A de A Space MR, voilà, il me semble que effectivement tu as une technique qui ressemble fortement à ça. C'est ça, c'est exactement ça, c'est juste en fait faire le reverse sur quelques secondes, l'étirer, lui appliquer une reverb et puis basta. Et la fin. Et ça donne l'impression qu'elle fait un A qui est inspiré en fait, où elle fait. Voilà, c'est ça exactement. Space MR. Voilà. Putain, j'ai failli mourir en faisant ça. C'était pas une très bonne idée d'un point de vue respiratoire. Non, c'est pas moi qui ai demandé à Karine. Alors tu me fais ça. D'ailleurs, on salue. C'est ça, tu me le fais à l'envers. D'ailleurs, on salue Karine, on salue très fortement Karine qui nous a aidé finalement presque à donner l'identité.
l'identité du générique, enfin en tout cas a donné une certaine identité à l'ensemble du... Alors il n'y a pas beaucoup finalement il n'y a pas un gros package sonore sur Space Hammer. Le package sonore en fait il est composé du générique. C'est euphotique, la voix de Karine. Hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre finalement. Il y a un générique de début, il y a un générique de fin et c'est marre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc il n'est pas énorme. Par contre c'est vrai que chaque élément qu'on va rajouter, donc là la voix de Karine, ben voilà, ça va nous permettre d'avoir une Karine identité. qui a plus bossé pour l'acte 2 d'ailleurs, on en profite pour en parler 2 minutes. Oui. C'est-à-dire que là, pour l'acte 1, elle avait fait la voix du générique, plus le titre de l'acte 1. Là, elle a fait le titre de l'acte 1 et elle a fait le titre de chacun des épisodes. Tout à fait. Elle a vraiment tout fait. Après, c'est beaucoup de travail pour essayer de la rendre audible, intelligible, parce que évidemment personne n'est dans un processus d'enregistrement qui soit le même. Donc Karine a le sien, moi j'ai le mien quand j'ai fait certains passages de l'acte 2, et puis évidemment toi Phil tu as le tien. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est bien intégré, et je trouvais que ça donnait pas mal de cachet moi justement à l'acte 2 de pouvoir annoncer comme ça le nom des épisodes. Avec évidemment c'était l'occasion de leur donner des titres classe aussi, hein, mais oui c'est vrai, parce qu'en fait il y avait des titres pour les trucs, ils étaient juste marqués mais ils étaient jamais prononcés dans l'acte 1 et c'était dommage parce que je m'emmerdais à trouver des jolis titres et c'était pas exploité jusqu'au bout, et là j'étais content, on pouvait exploiter jusqu'au bout les titres. Et d'ailleurs du coup j'en parlais tout à l'heure, hein, de cette technique d'aspiration. Voilà, c'est ça que j'expliquais. Donc là, Phil, tu l'entends bien. Oui, là je l'entends parfait. C'est-à-dire que là, si tu lui avais demandé de faire ça à Karine en vrai, elle aurait aspiré toutes les mouches de la pièce. Et c'était pas possible, parce que sinon, ça aurait pu la tuer. Oui, donc déjà, du coup, ça aurait été choix dommage. du montage, on peut le faire différemment. Et voilà, donc... C'est une technique, j'ai mis énormément de temps en fait à mettre un nom sous cette technique-là. Je crois qu'à un moment j'ai dû chercher sur Google en mettant tout et n'importe quoi comme mot. Et puis je crois que j'ai dû voir une vidéo sur YouTube, j'ai dit mais en fait c'est tout con. Et j'ai dû la mettre sur 3/4 des productions qui sortaient de mon ordinateur. Parce que c'est classe. Parce que ouais, c'est classe, en vrai. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas simplement. C'est méga classe. Donc du coup, tu le plaques partout. Et puis là, pour Space Hammer, c'était assez bien trouvé. Donc oui, pour en finir sur le générique d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les basses sont moins profondes, les kicks sont moins profonds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que entre le premier morceau, la version d'origine de 2010, sortie chez Ultima Records, qui est issu d'un album, hein, l'album c'est Interloper, on pouvait d'ailleurs l'écouter sur Spotify, il est aussi dans notre playlist générale d'Space Hammer, en tout cas dans un des deux, l'acte 1 ou l'acte 2. Et quand vous écoutez la version donc du coup de 2015 qui a été du coup remasterisée par le patron du label Ultima, parce qu'ils ont comment ça s'appelle, un studio de mastering à Lyon, et qui font du coup du super bon travail, hein, pour le coup. Et on a une différence très flagrante. Je vais vous le mettre, mais en post-production, on le mettra pas là maintenant tout de suite. Il y a une différence très flagrante entre le premier et le deuxième morceau, c'est justement ce fameux kick. Parce que alors la deuxième version que vous avez dans l'oreille en permanence depuis le début de l'acte 2, c'est un véritable boom. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé, si vous avez jamais, enfin comme Phil, vous avez des écouteurs de merde pour écouter Space Hammer. Alors je fais exprès d'avoir des écouteurs de merde. Oui, mais je te taquine. Pour justement voir si ça s'entend. Ça marche pas très bien, mais t'as compris l'idée. Oui. En fait, je teste
on en parlera après d'ailleurs, on en parlera après des phases de test, mais en spoiler quand même, je teste avec pas mal d'enceintes différentes, parce qu'il y a des fois où quand t'as des très bons équipements, tu peux entendre des niveaux qui sont pas parfaits et entendre tout le son. Si t'as des enceintes de merde, par exemple, si t'écoutes ça sur un Google Home Mini, par exemple, ce qui fait partie de mon protocole de test, eh bien il y a des fois où la musique à certains moments tu vas carrément pas l'entendre en fait, parce que c'est dans des fréquences que t'entends pas. Et si ça dure trop longtemps, t'as l'impression que ça donne l'impression qu'il n'y a pas de musique derrière la voix, et on a vu que c'est gênant. Que c'est gênant, que c'est pas très agréable, du tout. Donc du coup voilà, c'est là où aussi ça me permet de faire des retours à Redscape en disant oui non mais là on a l'impression qu'il n'y a plus de musique. Et il fait mais non mais pas du tout, avec mon casque à 5000 €, j'entends absolument tout. Je dis oui non mais non. Même pas. Mais alors c'est. Non mais j'exagère, mais c'était pour. Mais oui, non mais c'est exactement ça. C'est donner une idée aux gens. Dans mon casque, moi, ça me pète littéralement les oreilles, et lui me dit mais non. Et puis je le réécoute moi dans ma voiture qui a la particularité. Alors, outre le fait qu'elle commence à vieillir fortement, a aussi des haut-parleurs qui vibrent de manière très anormale parce qu'elles sont à mon avis totalement pétées. Ce qui fait que du coup je fais du mastering de morceaux avec ces haut-parleurs en me disant si ça fait vibrer la membrane c'est que c'est mauvais, si ça la fait pas vibrer c'est que c'est bon. Et je me dis mais ah oui effectivement. Oui parce qu'il faut savoir que les écouteurs de merde que j'ai, je t'ai déjà fait des retours sur le fait que ça faisait vibrer, parce qu'en fait il se trouve que le petit haut-parleur qui est à l'intérieur de l'écouteur il est pas particulièrement bien collé et à certaines fréquences, tu peux avoir tout à fait le truc qui commence à faire un bruit de plastique dégueulasse. Donc je comprends pas. mieux. C'est pas une bonne idée. non, je comprends mieux, ouais. Mais voilà, voilà, simplement pour dire que quand on se retrouve avec des musiques dont chaque fréquence a son importance, et en particulier le générique qui lui se met à boomer, mais littéralement, c'est-à-dire que même sur mon propre ma barre de son qui est quand même un truc assez badass. Ça fait le caisson a du mal à assumer quand même l'énorme kick, parce que c'est ça en fait le travail qu'ils ont eu entre les deux versions du morceau, et que vous avez sans doute du coup entendu puisque je les ai rajoutés en post-production, je le signale une deuxième fois, c'est que ils ont changé la profondeur de chaque élément, et en particulier du kick. C'est juste violent quoi. C'est-à-dire qu'au départ le premier morceau on a un kick qui est somme toute assez normal pour ce type de morceau, qui est un morceau qui navigue entre l'ambiante et une sorte de psytrance très ralentie, puisque la psytrance c'est quand même quelque chose qui est un peu qui est un poil plus rapide, bon, qui est pas si rapide que ça non plus, on n'est pas sur du 130 BPM, on est beaucoup plus bas que ça, mais qui est pas non plus, voilà. Donc on est entre ça, et puis l'autre morceau, le deuxième, où là, littéralement, le kick, je vous dis, pour l'avoir mis encore cet après-midi, rien que pour rigoler, à 30 en volume niveau 30 sur ma barre de son, littéralement, je fais trembler le mur qui est juste à côté du home quoi. C'est terrible. C'est-à-dire il a même lui a du mal à tout assumer en fréquence, avec tout ce qui passe en fréquence. C'est presque je dirais de l'infrabasse quoi. C'est à cet ordre-là. Mais ce kick là, il est tellement bien fait. En tout cas, le mix est tellement bien fait, le master est tellement bien fait que normalement au casque, et lorsque vous écoutez ASPCMR dans n'importe quelle condition avec un casque pas trop dégueulasse ou des intras pas trop dégueulasses, ça ne sature pas. Ce qui me permet, moi, en plus au mastering, de pouvoir rajouter un peu de couleur au son et de parfois un peu outrepasser mes limites en mettant un peu trop de basse. C'est arrivé à un épisode où malheureusement vous avez eu peut-être l'impression c'était un peu trop. C'était très très grave. Bon bah voilà, je m'en excuse. C'était un peu impression grinding. C'est bon. Ça arrive. Ils sont connus pour avoir une couleur de son assez chaude, on va dire. Oui. Dirons-nous, pour avoir le kick facile, et le kick qui aime bien tabasser. Et d'ailleurs, je suis en train de faire là en ce moment des morceaux, enfin en tout cas en particulier un morceau où le kick est très important. Donc c'est justement si vous avez ce problème comme moi de vouloir mettre de la basse et du kick partout, ça peut vous poser beaucoup de problèmes dans la vie lorsque vous faites de la musique dans ce style-là, quoi. Mais en tout cas, voilà. C'est ce générique-là qui est là, qui est notre identité, et j'en vois pas d'autres, et je me vois même pas en changer. Là où partout ailleurs, j'en aurais changé 10 000 fois.
Bah là, j'ai l'impression en fait d'avoir trouvé le truc. Parce que sans trop rentrer dans les détails de la vie personnelle de Redscape aime beaucoup changer les choses, surtout ses serveurs. Et le fait qu'il soit aussi constant sur le générique montre bien à quel point on aime bien ce générique. Voilà, et que j'aime pas mes serveurs. c'est un peu ça. Tes serveurs et savoir où tu vas mettre tes sites, c'est autre chose. Mais voilà. C'est ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'avant qu'on passe à expliquer vraiment ce que c'est un workflow d'un épisode donné, alors on va pas choisir un épisode au hasard, on va dire voilà comment ça se passe, je propose qu'on s'écoute Derelict, que j'aime particulièrement, qui du coup vient de l'acte 1. Ouais, tout à fait. C'est une très bonne idée. Et qui n'a pas été réutilisé dans l'acte 2. Non. Non, parce que je réutilise pas les morceaux. Il y en a qu'on a réutilisé dans l'acte 2, notamment le générique, mais pas que. Oui. Il me semble qu'il y en a une autre. Non. Pas celle d'intro. Absolument pas. D'accord, j'étais persuadé qu'on avait réutilisé une musique. Mais à part la musique qui nous sert de générique, qui est donc photique. Oui, non, mais à part le générique, il me semblait qu'on en avait réutilisé une deuxième justement pour l'introduction. Mais non. Avant d'être. Vu de l'esprit. Oui, vu de l'esprit, parce que pour le coup, justement, j'ai fait très attention. Alors, j'ai pu utiliser des mêmes albums. Je crois qu'il y a 2 ou 3 morceaux, ça doit être issu des mêmes albums. Par contre, pour tout le reste, c'est du morceau original à 100%. Justement, parce que j'avais pas envie de répéter. De faire des Reddit et autres. Donc voilà. Mais oui, on va s'écouter Derelicts, pardon, qui était Derelicts, je crois. Non, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça en plus. Qui est issu comme par hasard DCBL, des Carbon-Based Lifeforms. C'est ça. Étonnamment. C'est vraiment étonnant. Alors là, c'est moi qui l'ai choisi la musique, donc c'est pas la faute à Redscape, je tiens à préciser. Mais étonnamment, une deuxième bonne musique qu'on a envie de diffuser, bah tiens, c'est les CBL, dis donc. Incroyable. Et c'est issu de leur 5 ou 6e album studio qui est sorti un peu plus tard en 2018. Du même nom, donc Derelicts, décidément, et qui est lui sorti sur le label Blood Music. On s'écoute ce morceau et puis du coup on revient juste après pour une séquence workflow complète d'un épisode d'AspSMR. A tout de suite dans AspSMR, le débrief.
Donc à l'instant, j'allais dire les abyssales, mais non, dans SPCMR, le débrief d'Erelix featuring Esther Nenmark, qui est donc la personne qui chante dans ce morceau. Et c'est toujours les Carbon Based Lifeforms. Allez écouter leurs albums. Ils sont juste géniaux. Enfin, moi, je trouve ils font partie de mon top, mon top 10 de mes meilleurs groupes de tous les temps. Enfin voilà, je les emporterai avec moi dans une île. Je les ai toujours dans mon téléphone en permanence. Quand des fois que j'aurai une panne d'oreiller ou quoi que ce soit. Ce qui malheureusement m'arrive de plus en plus souvent, et je dois avouer qu'ils m'aident bien en toutes circonstances, et voilà, allez les écouter. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour un prochain épisode, pour un autre épisode, puisque du coup, étant donné qu'on a beaucoup digressé en permanence, on va couper celle-là tranquillement, gentiment, en se remettant un tout petit peu de CBL de nouveau, hein, puisqu'on va repartir tranquillement sur le générique, hein, c'est celui que vous entendez d'ailleurs derrière moi en fond. Et puis on va se dire juste après, pour ceux qui auront envie de continuer à nous découvrir juste après, ou plus tard pour celui qui aura décidé de faire une pause. Et puis on va parler là dans le prochain épisode, on va rentrer à l'intérieur d'AspCMR, dans les détails d'AspCMR, comment se construit un épisode, comment l'écriture est effectuée, comment les musiques sont choisies, comment tout ça se mixe et se construit. Et puis finalement comment tout ça finit par faire un épisode d'AspCMR. On se dit à très bientôt ou à tout de suite, et en attendant, très bonne écoute à vous d'AspCMR, le débrief. Salut.